psychologie sociale à l'université Paris-Cité. Ça fait longtemps maintenant que je connais Marie-Pierre, toujours euh, très impliquée dans ses travaux. Alors, on avait eu beaucoup de discussions sur ce qu'on allait présenter aujourd'hui, enfin ce que tu allais présenter aujourd'hui, et on s'est orienté sur la question de l'exclusion avec la question suivante: comment les gens font-ils face à l'exclusion? Alors, je vais donner la main à Marie-Pierre, sachant que vous pouvez, je pense, poser des questions à tout moment. L'idée, effectivement, de ce webinaire, c'est qu'on puisse interagir et avoir des questions tant sur des aspects scientifiques que sur des aspects éventuellement pratiques, puisqu'on va rebondir aussi, Johan et moi, sur ces questions-là. Et voilà, donc Marie-Pierre, on t'écoute encore. Merci d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup Franck, merci Yann pour l'invitation. Alors effectivement, j'ai construit cette intervention vraiment comme un dialogue. Donc je vais vous poser des questions parce que c'est la première fois que j'interviens dans ce cadre-là et donc l'idée c'était qu'on puisse dialoguer, il me semble. Donc voilà, donc je vais commencer déjà par une question pour vous et donc n'hésitez pas à me répondre. Alors j'ai le chat devant mes yeux, mais vous pouvez prendre le micro. Donc effectivement, mon intervention porte sur l'exclusion et l'exclusion sociale, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler. Alors vous êtes plutôt un programme inclusion, il me semble. Mais donc, la première question que moi j'avais pour vous, c'est qu'est-ce que c'est pour vous l'exclusion sociale? Et donc, du coup, voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent un petit peu m'évoquer ce que c'est pour eux, soit dans le chat, soit à l'oral? Alors, n'hésitez pas, hein. Donc, pour l'instant, j'ai personne. Alors moi, je peux Ouais, peut-être y aller. ouais, vas-y. De prime abord, ça renvoie une sorte d'image, un peu comme la figure du chômeur ou du SDF, une sorte de, voilà, de grand drame social qui serait pas forcément nous, quoi. C'est les autres, l'exclusion sociale. Enfin, un peu ça en premier abord avec l'imaginaire que ça renvoie. Oui, alors effectivement, alors s'il y a d'autres qui veulent prendre la parole, effectivement, souvent quand on parle d'exclusion sociale, il ne faut pas trop que je tourne la tête de ce côté, on va penser, quand on regarde dans la société, quand on regarde les associations qui vont prendre en charge la question de l'exclusion sociale, quand on regarde des articles sur l'exclusion sociale, c'est effectivement souvent à ça qu'on va en fait penser et c'est souvent ça qu'on va évoquer. Donc si on regarde un peu, donc par exemple la Fondation Abbé Pierre qui traite de l'exclusion sociale, voilà, donc c'est une image qu'on peut trouver sur le site. Quitter la rue, c'est retrouver la vie. On voit aussi donc voilà des gens qui sont à la rue. On a aussi l'idée de sortir de prison. Les gens qui sont en prison, qui reviennent de prison, c'est des gens qui vont être exclus de la société, qui vont être exclus socialement. Il faut les réintégrer. On a aussi l'exclusion sociale que tu n'as pas mentionné, Johan, qui peut être du coup d'être exclu d'un groupe, donc parce qu'on est différent, soit parce qu'on appartient à un autre groupe, soit parce qu'en fait on est une personne handicapée. Alors là, j'ai pris la question du handicap visible, mais il y a aussi le handicap invisible. Donc toute forme de différence peut entraîner de l'exclusion. Et puis aussi les personnes qui sont marginalisées, fragiles dans la société, comme les femmes battues. Donc là, j'ai juste pris quelques exemples. Et souvent, donc, quand on pense à exclusion sociale, quand on va regarder les associations qui s'emparent de la question de l'exclusion sociale, on va traiter ces thématiques-là, donc des thématiques à fort enjeux sociétaux. Et donc, si on regarde un petit peu les mots-clés qui peuvent revenir quand on parle d'exclusion sociale par rapport aux images que j'ai mises, la question de l'isolement, la précarité, les étrangers, les sans logement, la différence, la pauvreté, etc. Donc tout ça, c'est un gros panel de choses, mais en fait, ce que vous pouvez voir ici, et vous m'interrompez si je parle vite, hein, surtout, j'ai tendance à parler très vite. Ce qu'on voit ici, c'est que ça fait référence à plein de situations différentes. Et donc l'exclusion sociale, en fait, ça peut pas être et tout ça, enfin, c'est pas tout ça, ou c'est, qu'est-ce que c'est? C'est un peu dans tout ça, effectivement, ça va être dans tout ça, mais ça peut pas être tout ça à la fois, parce que là, on voit qu'il y a plein de choses un peu variables. Et donc, en fait, il y a des définitions, il y a des chercheurs qui travaillent sur l'exclusion sociale et qui ont donné une définition. Alors, la définition, elle est très simple, si j'arrive à avancer. L'exclusion sociale, c'est être mis à l'écart des autres. Donc, typiquement, c'est, voilà, il y a un groupe et puis il y a un individu qui va être mis à l'écart du groupe des autres, qui va être mis à l'écart par les autres. Alors, est-ce que, pour l'instant, déjà, il y a des questions avant que j'avance, parce que je vais avancer un peu sur la définition. Est-ce que ça va? Je ne vois pas tout le monde. Sur le chat, non. Pas de question, mais moi je voudrais peut-être te poser une question. Vas-y, vas-y. Quand tu parles exclusion sociale, et quand tu dis
par les autres, à l'écart des autres. Donc on est d'accord que c'est les autres, ça peut être un petit groupe, comme ça peut être un grand groupe, voire la société, c'est ça? Tout à fait. Donc, ça peut être vraiment un petit groupe d'amis à l'école, on va le voir, comme de sa famille. Ça peut être quelque chose de spontané. C'est du moment où l'exclusion sociale, ça va renvoyer à toute situation où on est mis à l'écart des autres. Alors, dans cette définition, quand même, on a un petit problème à chaque fois pour avancer, on voit quand même dans la littérature plusieurs formes d'exclusion sociale. Alors, on va pas trop discuter de ces formes-là aujourd'hui, mais c'est important de savoir que quand on parle d'exclusion sociale, on peut parler de l'ostracisme. Et donc là, l'ostracisme, c'est le fait d'être ignoré. Donc, on a l'impression qu'on n'existe pas. Donc, par exemple, oui, la société peut faire en sorte qu'on n'existe pas, mais ça peut être aussi juste, je suis dans une soirée et en fait, tout le monde parle et moi, j'essaye d'interagir avec les gens et les gens me nient, en fait. Je n'existe pas dans la situation ou dans le milieu professionnel aussi, ça peut être quelque chose où on ne va pas prendre en compte mon avis, je suis complètement niée. Et c'est différent d'une autre forme d'exclusion sociale qui est le rejet. Et le rejet, lui, c'est une déclaration explicite que notre présence n'est pas souhaitée. Donc ici, en fait, l'ostracisme, il y a quelque chose d'implicite, notre présence est complètement niée, alors que le rejet, en fait, il y a vraiment, on ne veut pas toi dans le groupe, merci, tu pars, au revoir. Et je rajoute une distinction qui est importante dans la littérature parce qu'en fait, on va un peu aborder ça. Il y a la question de l'exclusion sociale chronique. Donc, par exemple, si on parle de gens qui sont exclus de la société, qui sont marginalisés, comme tu le disais, Franck, comme tu le disais aussi, Johan, là, on va être sur quelque chose de chronique. Ce n'est pas quelque chose qui arrive de manière temporaire. Mais il peut y avoir aussi des épisodes d'exclusion temporaire. Les systèmes anti-SDF font partie des signes de rejet. Par exemple, est-ce que vous voulez dire, par exemple, les bancs qui vont faire en sorte qu'ils ne puissent pas s'asseoir ou ne puissent pas Oui, dormir exactement. Oui, exactement. Je suis pas sûre je suis pas sûre qu'on soit sur une déclaration explicite. Là, il faut on peut réfléchir de manière groupale, hein. Ici, on est en train d'essayer de mettre des barrières à l'inclusion. Est-ce que pour autant, ça s'analyserait par rapport à la définition. Est-ce que pour autant, on est en train de dire explicitement que la présence n'est pas souhaitée? Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous aviez en tête? Oui, je réfléchis un peu en même temps, hein, J'ai Christelle. vu un nouveau système, pas seulement les bancs, c'est des espèces d'énormes picots qu'on met au Ouais, sol, ouais. dans les endroits où le toit faisait un abri. Et donc, du coup, enfin, pour moi, c'est un signe explicite, mais justement, je me posais la question. Bah, c'est une question qui peut se poser, je pense. En fait, il faudrait un peu l'analyser d'un point de vue d'un point de vue théorique, selon moi. Parce que quand on parle de rejet, on va dire, bon, bah, par exemple, Christelle, merci, tu viens pas dans mon groupe. Donc, il y a quelque chose vraiment d'explicite, je te veux pas là. Là, en fait, on pourrait l'interpréter de différentes manières. On pourrait dire, je ne veux pas que la personne dorme là. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas qu'elle soit intégrée parce qu'on voudrait peut-être qu'elle dorme ailleurs, etc. Donc, en fait, il faut faire attention. Après, je pense qu'on peut, en fait, à chaque fois, chaque geste qui peut être fait dans la société, selon moi, hein, peut être interprété de différentes manières. Donc, il peut y avoir une intention de rejet, mais il peut y avoir aussi une intention de ne pas dormir là et donc peut-être dormir ailleurs. Donc, après, la question de savoir si ça peut être perçu comme du rejet et donc ça va avoir des conséquences effectivement parce que il y a la question d'être mis à la frange de la société, puis après, il y a la question de est-ce que c'est ce que je ressens moi. Et donc, effectivement, le ressenti va être très important. On est en psychologie, on sait que les ressentis sont hyper importants. Donc, le ressenti de je me sens rejeté va être souvent plus important finalement que l'intentionnalité réelle au départ, quelle que soit l'intentionnalité. Donc après, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que pour nous, c'est important de comprendre l'intentionnalité de départ qu'il y avait derrière ces systèmes-là? Est-ce que c'est du rejet? Est-ce que c'est de la rélocation? Enfin, je ne sais pas. Mais en fait, l'important, c'est qu'est-ce que ça va créer chez les gens. Alors, ça va créer un sentiment de rejet, mais pas seulement. Et c'est ça aussi qui est compliqué, c'est que ça va créer encore plus de précarité parce qu'ils ne vont pas pouvoir dormir dans des endroits chauds, ils ne vont pas pouvoir s'asseoir sur un banc, donc du coup, ils vont se retrouver encore plus fragiles, encore plus précaires. Et donc, on crée quelque chose qui est de l'ordre peut-être du rejet, mais on crée aussi une exclusion encore plus forte et on crée encore d'autres choses. On crée aussi, selon moi, plus de fragilité, plus de précarité, plus voilà, enfin, en fait, on va créer d'autres choses qui vont être aussi une fragilité, une vulnérabilité qui est autre qui est autre et qui va au-delà de l'exclusion sociale. Je réponds pas complètement, hein, Christelle, hein. Je sais pas si vous voulez rebondir dans la réflexion.
Non, mais c'est intéressant comme réflexion. Je vais continuer à réfléchir de mon côté, du coup, pour l'instant. En tout cas, enfin, parce que vous allez voir un petit peu, si on va jusque-là, comment on va être étudié l'exclusion sociale, parce que justement, en fait, ce qui est important, et ce que j'ai peut-être pas dit justement en arrivant sur la définition de l'exclusion sociale, c'est que l'exclusion sociale, on a vu que ça nous évoquait plein de choses, comme justement les personnes qui peuvent être mises à la rue, mais ça renvoie à une multitude de phénomènes, et ces phénomènes-là, en fait, ce que j'étais un peu en train de dire, du coup, par exemple, avec le phénomène du banc, ces phénomènes-là ne sont pas que de l'exclusion sociale. Si on revient sur des phénomènes qu'on a pu voir, les mots-clés qu'on voit ici, oui, il y a aussi par exemple la question de l'addiction, le fait des victimes de violences. En fait, on n'a pas que de l'exclusion sociale. On a une vulnérabilité psychologique, on fait partie d'un autre groupe, donc on va être victime de stigmatisation, donc il va y avoir des dynamiques intergroupes qui vont se mettre en place. De la même manière avec les personnes qui sont à la rue, en fait, les personnes à la rue, il y a différentes choses qui se mettent en place. En fait, non seulement elles sont mises à l'écart de la société, mais elles sont aussi perçues comme un autre groupe que le mien. Johan a dit tout à l'heure, c'est pas nous, c'est pas moi en fait. Et donc ici, il y a un phénomène de catégorisation de moi et les autres. On a vu que l'exclusion sociale était aussi basée sur la différence. En fait, les gens qui sont exclus, qui vont être exclus, c'est souvent des gens qu'on va percevoir comme étant différents de nous. Ça va souvent être un enclenchement de l'exclusion sociale. Quelqu'un qui va violer les normes du groupe aussi va être peut-être exclu. Donc, la différence, c'est très important dans le déclenchement de l'exclusion sociale. Et donc, voilà, la stigmatisation, le traitement du groupe, la précarité. Hein, quand on est à la rue, on est aussi des personnes très précaires. Je parlais de vulnérabilité psychologique, mais on est aussi dans des situations de vulnérabilité économique. On n'a pas de soutien, on n'a pas de toit. Et donc, en fait, on n'est pas que dans du rejet. Le rejet, c'est vraiment le rejet, l'exclusion, c'est vraiment la mise à l'écart. Et en fait, quand on commence à considérer les situations dont j'ai parlé tout à l'heure, on se retrouve presque dans des études de cas pour pouvoir comprendre les personnes qui sortent de prison. Il faut pouvoir comprendre non seulement la stigmatisation associée à la prison, l'exclusion sociale, la difficulté d'avoir décroché pendant longtemps d'un emploi et de devoir se remettre dans le système, de reprendre une activité. Et en fait, chacune de ces situations s'accompagne d'une multitude de processus psychologiques où il faut pouvoir comprendre ces situations en analysant l'intégralité des processus psychologiques qui sont en œuvre, mais pas que psychologiques. Il y a aussi des vulnérabilités économiques, il y a aussi des vulnérabilités sociétales qui vont être au-delà de ce qui va se passer entre l'individu et les individus entre eux. Parce que je n'ai pas dit, mais je fais de la psychologie sociale, je ne sais plus si Franck l'a dit, et donc l'étude de la psychologie sociale, c'est de pouvoir comprendre comment les individus réagissent dans des situations, et donc on va étudier dans la psychologie sociale l'individu face à d'autres individus, à des groupes d'individus, et donc notre analyse est l'individu, alors qu'on peut avoir aussi ici une analyse. Tout à l'heure, Franck parlait de marginalisation plus sociétale. Dans la psychologie sociale, on le fait, on prend aussi les niveaux de groupe et intergroupe, mais on pourrait aussi avoir une analyse de la société, de la réponse de la société à ces différentes situations. Alors, j'ai beaucoup parlé, Christelle, désolée. Est-ce que ça fait toujours écho? Est-ce que je vous ai perdu? Je suis toujours là, en tout cas. Mais oui, merci pour la réponse. En tout cas, la remarque de Christelle permet, sur la slide encore avant d'ailleurs, d'élargir la définition, puisque finalement, en prenant le cas d'une personne qui voit des dispositifs de dissuasion à des endroits où il aurait pu trouver confortable de s'installer, bah, il peut ressentir une mise à l'écart, et que la première définition disait être mis à l'écart, ce qui pourrait renvoyer à quelque chose d'objectif, alors que finalement, ce que tu disais était se sentir mis à l'écart est un vécu d'une exclusion sociale qui est aussi vrai que quelque chose où il y aura une vraie pancarte. Oui, alors, j'ai pas intégré ça parce que je pensais pas qu'on irait aussi loin, alors que peut-être que c'est naïvement, on est parti rapidement là-dessus. Pour le coup, ça va être intéressant à étudier. C'est quelque chose qui est encore un peu en débat en termes d'études, en tout cas en psychologie sociale. Puisque la définition, elle est vraiment, et puis si vous regardez, j'ai même eu la curiosité d'aller regarder rapidement dans Wikipédia, et des gens qui ne viennent pas de psychologie sociale se basent quand même sur cette définition de mise à l'écart. Et en fait, la mise à l'écart, donc il y a un chercheur suisse qui travaille à Basel, Bâle, qui du coup justement vient, en fait,
parce que là, je vais partir. En fait, la question qui va se poser, ça ne va pas être tant sur la définition de l'exclusion sociale, mais sur quand est-ce qu'elle va avoir des conséquences. Et donc, justement, des choses sur lesquelles je voulais pas, parce que je voulais surtout vous montrer quelles sont les conséquences et quelle est l'ampleur que ça peut avoir. Dans la littérature, vous allez avoir un modèle qui va dire que l'exclusion sociale, alors j'ai des diapos un peu lourdes sur ça parce que je pensais arriver plus tard, donc je vous raconte et puis vous me posez des questions, qui va dire que l'exclusion sociale, c'est quelque chose de tellement fort parce qu'on a vraiment, ça fait partie l'être humain a des besoins qui sont fondamentaux d'un point de vue psychologique. Et dans ces besoins fondamentaux, il y a pas mal d'auteurs qui sont d'accord pour dire que le besoin d'appartenance, donc d'appartenir à un groupe, est quelque chose de fondamental. Donc le besoin d'appartenance va être défini comme le besoin de maintenir un certain nombre de relations positives et fréquentes avec un minimum de gens. C'est pas qu'on a besoin d'avoir des tonnes de relations, mais on a besoin d'avoir un nombre de relations minimales, fréquentes et positives. Et donc ça serait essentiel à la survie et au bien-être des individus. L'exclusion sociale, elle met évidemment à mal ce besoin d'appartenance. Ça, c'est vrai que j'aurais peut-être pu, du coup, mettre une petite diapo sur ça. Et donc, il y a des auteurs qui vont dire que l'exclusion sociale va être très, très menaçante et va être détectée dès qu'elle arrive. Elle va même être surdétectée. Donc, quand on parle même d'épisodes d'exclusion sociale, parce que là, on parle beaucoup de situations chroniques, de marginalisation, mais même là, si j'arrive, par exemple, ici, et que personne ne me parle, en fait, je vais me sentir, par exemple, tout de suite exclue. Ça va être le postulat de certains auteurs. Et d'autres vont dire, en fait, non, ils ne vont pas remettre en question le fait que ce n'est pas de l'exclusion sociale, parce qu'ils vont se dire, l'exclusion sociale, on le définit comme quelque chose d'objectif qui est une mise à l'écart. En revanche, on va justement bien interpréter la situation et l'importance du ressenti. Enfin, c'est important de comprendre ce que ressentent les gens pour pouvoir savoir comment est-ce qu'ils vont réagir après. Et donc, là, on arrive un peu sur des débats récents donc là-dessus. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut remettre notre définition en jeu? Je ne crois pas. Je pense que c'est important d'avoir des définitions assez objectives et ensuite de comprendre comment les gens réagissent à chacune de ces situations. Donc, peut-être d'avoir quelque chose d'objectif, se dire l'exclusion sociale, c'est le fait d'être mise à l'écart. Donc, effectivement, peut-être que si je reviens sur la réflexion avec Christelle, parce que je réfléchis toujours, le banc, de manière factuelle, me met à l'écart. Donc, c'est une exclusion sociale. Est-ce que du coup, c'est explicite ou pas? Alors là, c'est encore plus compliqué, je trouve, de faire souvent la distinction entre ostracisme et rejet. Parce que encore, quand il y a quelqu'un qui dit « je ne veux pas de toi », ça va. Ensuite, ça peut être de l'interprétation. Est-ce que je suis complètement niée et on met des bancs comme si je n'existais pas? Et du coup, c'est de l'ostracisme et on nie mon existence, en fait, en mettant des bancs avec picot. Ou alors, est-ce que du coup, ces bancs, ils sont vraiment faits à destination de ces personnes et du coup, c'est un rejet explicite. Bon, voilà. Enfin, après, là, on part un peu loin et pour le coup… C'est être mis au banc. Être mis au banc, c'est ça. Clairement. Donc, donc maintenant qu'on a avancé dans cette définition et qu'on sort un peu uniquement du côté, justement, j'allais dire misérabiliste, où en fait, finalement, tout le monde vit une situation d'exclusion sociale à peu près chaque semaine ou chaque mois, j'en sais rien. Et ça vient, là, ce que tu disais, toucher c'est un peu comme quand on a faim, quoi, on a besoin d'appartenance. Et on va vivre des situations d'exclusion sociale, qui qu'on soit. C'est ça que je trouvais intéressant là, dans le fait que tu interviennes aujourd'hui, parce que ça touche tout le monde finalement. On est tous confrontés à cette situation-là très tôt dans notre vie, quelque part. Oui, alors en fait, mais très rapidement, parce qu'en fait, là, je l'ai dit, et du coup, on s'est basé sur des définitions, mais en fait, quelques statistiques, hein, je ne suis pas forte en statistiques, mais du coup, quelques résultats qu'on peut trouver dans la littérature. Dans un échantillon de citoyens américains, 70% reportent de l'exclusion dans les 6 mois précédents, 48% du harcèlement. Ah oui, parce que je n'ai pas dit que souvent, on va aussi parler de harcèlement scolaire, mais le harcèlement n'est pas de l'exclusion. Et en fait, on arrive bien à dissocier les choses dans la littérature. En fait, je vous ai présenté des résultats si vous voulez qu'on aille creuser. Mais en fait, l'exclusion a des effets vraiment qui sont spécifiques. Et du coup, c'est aussi donc, ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il faut pouvoir comprendre chacun de ces phénomènes pour comprendre comment les gens réagissent à ça. C'est qu'en fait, même si parfois les choses se covarient ensemble, donc l'exclusion sociale s'accompagne de harcèlement, s'accompagne de stigmatisation, chacun de ces éléments n'entraîne pas les mêmes réponses, n'entraîne pas les mêmes réactions. Et donc, c'est important de pouvoir le dissocier. Et alors, c'est quelque chose, ça n'a pas été dit, je parlais des personnes en situation de handicap. En fait, très souvent, on parle aussi d'exclusion sociale, on va s'imaginer les personnes âgées.
en se disant qu'elles sont les plus isolées et que du coup, l'exclusion, c'est aussi quelque chose qui va toucher nos seniors. Et en fait, si on regarde, donc on voit qu'il y a beaucoup de ressentis d'isolement et d'exclusion sociale chez les adolescents. Alors ça, c'est des échantillons français. Mais alors, ce qui est intéressant, sur une enquête internationale sur l'expérience de solitude, on voit en fait que l'expérience de solitude est prévalente chez les jeunes. 16 à 24 ans, c'est là où on voit le plus d'expériences de solitude. Et donc, en fait, contrairement aux stéréotypes qu'on pourrait avoir de se dire, en fait, c'est les personnes âgées qui vont souvent se sentir les plus seules, c'est quelque chose qui est très fréquent, très prévalent chez les adolescents. Et en fait, on sait qu'à l'adolescence, c'est une période assez importante pour pouvoir développer. Enfin, les pairs sont très importants, construisent l'identité des jeunes. Donc ça, c'est quelque chose d'assez crucial. Et c'est aussi là qu'on voit beaucoup de problèmes de régulation, conduite à risque, comportements antisociaux qui peuvent apparaître, consommation de substances, comportements alimentaires problématiques. Et en fait, il est possible, enfin, il y a des études qui montrent du coup le lien entre l'exclusion sociale et ce genre de comportement, des engagements scolaires aussi, etc. Et cette expérience de la solitude plus intensément vécue par les 16-24, tu l'interprètes par un besoin d'appartenance plus grand à cet âge de la vie ou... Alors, en fait, la littérature en développement va montrer qu'effectivement, chez les jeunes, il y a le besoin des pairs, le besoin d'appartenir à des groupes est vraiment primordial à cet âge de la vie parce que c'est important pour la construction de l'identité. Et donc ici, il y a beaucoup de choses qui se jouent dans l'apprentissage, mais les pairs sont très importants. Il y a beaucoup de choses qui jouent à l'adolescence, où on va suivre davantage les pairs, on va prendre plus de risques, etc. Et donc oui, moi, je l'interprète comme ça, et dans la littérature, c'est pas mal interprété comme ça. Donc, c'est quelque chose qu'on voit de partout. Comme tu l'as dit, Johan, en fait, tout le monde est exposé à de l'exclusion sociale. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut dissocier l'exclusion sociale, comme je l'ai dit tout à l'heure, chronique, quelque chose auquel on a été exposé de manière répétée. Et notamment, du coup, chez les jeunes, c'est quelque chose qui peut vraiment nous arriver parce que, en fait, il peut y avoir la création de groupes et donc certains vont être isolés de certains groupes. Et donc, il va y avoir des personnes qui vont se retrouver dans cette période-là où les pairs sont vraiment importants, vont se retrouver isolés. Donc, on peut trouver de l'exclusion chronique chez les adultes aussi. C'est quelque chose qui peut persévérer. Puis après, on a vu toute forme d'exclusion sociale qui peut prendre différentes formes chroniques auxquelles s'ajoutent plein d'autres problèmes. Et Oui, vas-y, excuse-moi, du coup, dans cette étude, comme dans beaucoup d'études, on est sur l'exclusion sociale perçue. Est-ce que c'est quelque chose qui déclare? Là, c'était sur un ressenti de solitude. Ici aussi, en fait, c'est du déclaratif. Alors, en fait, là, on est sur du déclaratif dans ces enquêtes. Se sont sentis mis à l'écart par leur père, se sont sentis isolés. Donc là, sur les statistiques, effectivement, ça va être des échantillons qui sont pris. Puis du coup, encore une fois, je disais tout à l'heure, je ne suis pas très forte en chiffres parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les processus. Quand l'exclusion arrive, quand elle est présente, comment les gens vont réguler. Mais si on regarde la littérature, et puis c'est pas forcément la littérature, ça va être des enquêtes ministérielles, les enquêtes dans les écoles. Et en fait, là, ils vont calculer des pourcentages en demandant aux enfants s'ils se sont sentis isolés. Donc là, on est sur du déclaratif. Ok. Non, mais la question, c'est effectivement, est-ce que les jeunes aussi surestiment leur niveau d'exclusion? Est-ce qu'elle est un peu plus, Alors, plus conséquente qu'à de la réalité ou pas? ça, c'est pas évident. Alors après, alors ça, c'est pas évident. Il y a des outils pour pouvoir mesurer ça, mais pour pouvoir le faire enfin, justement, je peux vous présenter un peu des différents outils avec lesquels on travaille sur l'exclusion sociale. Mais pour pouvoir faire ça, ça nécessite un travail à grande échelle. Et sachant qu'en général, les gens qui reportent des fréquences et des prévalences, ça va être souvent des enquêtes gouvernementales pour pouvoir avoir du chiffre. Ils ont peut-être pas dans des méthodologies aussi pointues pour pouvoir capter ce phénomène. Donc, la question se pose. Après, je ne pense pas avoir creusé toutes les enquêtes gouvernementales qui existent sur la question parce que ce n'est pas vraiment ma spécialité et mon point d'intérêt. Mais dans les enquêtes qu'on trouve, c'est du ressenti. Ouais. Donc, la question se pose un petit peu de comment ces choses-là, effectivement, sont mesurées. Après, tout à l'heure, ce qu'on disait aussi, c'est que le ressenti va être important pour pouvoir comprendre. Alors, moi, je vais parler avec précaution parce que justement, je fais des travaux là-dessus et on se pose la question, on mesure le ressenti, on mesure aussi l'exclusion objective. On essaye de trouver des bons indicateurs pour pouvoir savoir qu'est-ce qui prédit mieux quoi, parce que parfois, le ressenti peut être biaisé. Toi, tu parlais d'une
d'une surestimation, on pourrait aussi imaginer une sous-estimation. Parce que c'est difficile, en fait, de dire que tu es exclu, de le reconnaître. Il faut aussi détecter l'exclusion et c'est pas forcément évident. Et donc, le ressenti ne colle pas forcément à la réalité. Peut-être que tu es vraiment exclu d'un groupe et que tu ne t'en rends pas compte. Tu peux aussi, tu vois, avoir une perception biaisée des événements. Donc, d'où l'importance pour moi de garder une définition objective quand même de l'exclusion sociale, parce que tu peux avoir des gens qui sont vraiment mis à l'écart, ça peut avoir des conséquences sur leur comportement quand ils se rendent compte eux-mêmes qu'ils sont exclus. En fait, on ne peut pas mettre de côté cette hypothèse. Et en fait, il y avait une question, Johan, mais en fait, ça me fait enchaîner sur ce que j'avais mis après. C'est justement important, cette question de la perception de l'exclusion, parce que, en fait, l'exclusion, c'est souvent une non-action. Si on pense à l'ostracisme, et comme je le disais, c'est pas évident de savoir si un rejet explicite, je ne te veux pas, ça c'est vraiment net, si c'est verbal. Sinon, l'exclusion, ça va être souvent un non-comportement. Contrairement au harcèlement, par exemple, à l'école, le harcèlement, ça va être de l'action violente, ça va être des comportements. Le rejet, c'est quelque chose qu'on voit. L'ostracisme, par exemple, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, plus difficile à détecter par des enseignants. Potentiellement, parfois aussi, comme je le disais, par les enfants, on peut se poser la question, mais les enfants peuvent se rendre compte qu'ils sont exclus. Ben, quel élément je pointe pour pouvoir le montrer? En fait, il y a une absence d'éléments. Donc, difficile de le détecter de la part des parents et des enseignants, difficile de mettre en place des choses. Donc, il y a quelque chose peut-être en enjeu plus difficile sur l'exclusion, quand celle-ci, elle est l'exclusion, on va dire, même chronique, hein, mais un peu ordinaire, qui n'est pas de l'exclusion qui est l'exclusion sociétale dont on parlait. Comment on fait? Comment on fait? Parce qu'on ne la détecte pas forcément, et donc ça peut être un peu compliqué. Donc ça renvoie aussi à ta question, Franck. Est-ce qu'il faut aller sur le ressenti? Est-ce qu'il y a d'autres façons de le mesurer? Et Johan, tout à l'heure, tu m'as posé une question et je crois que je n'ai pas répondu complètement. Si, en tout cas, c'est vrai que c'est bien si on avance aussi sur les conséquences vécues et peut-être aussi celles qui sont visibles en termes de comportement ou autre d'une exclusion temporaire. C'est vrai que pour nous, dans le programme inclusion, nous construisons et animons des situations qu'on veut capacitantes pour que les personnes apprennent, et l'effet de groupe est attendu. Donc là, c'est vrai qu'il y a un fort enjeu sur cette situation-là, parce qu'on peut s'apercevoir que parfois des comportements d'éviction ou d'agressivité se déploient et on ne comprend pas trop pourquoi. Et c'est vrai que quand on avait préparé cette rencontre, il y avait quelque chose il y avait un lien avec tes travaux qui m'apparaissait très, très fécond pour nous penser nos interventions, très terre à terre, hein, comment s'y prend pour créer une cohésion de groupe et la maintenir, et faire en sorte que chacun dans le groupe ne vive pas un sentiment d'exclusion ou une situation d'exclusion. Ça, c'était, si jamais la suite va là-dessus, moi, en tout cas, j'aurais des questions si c'était pas forcément clair pour tout le monde sur nos préoccupations à nous qui faisons qu'on organise ce type de rencontre. C'est parce qu'on vit des interrogations et que des fois, on n'a pas la réponse. Alors là, je crois que tu en apportes pas mal déjà sur cette question-là de l'exclusion sociale chronique. Va-t-elle présupposer, par exemple, qu'une personne aura plus tendance à réagir agressivement à une situation d'exclusion temporaire? Oui, tout à fait. Donc la réponse est oui, déjà. Wow. Mais donc, du coup, oui, je ne sais pas trop comment orienter. Maintenant, si tu veux que je réponde directement à ça, si tu montres des données. Alors, en fait, que mon enchaînement peut être un peu long. Moi, je ne savais pas trop si vous alliez rebondir. Donc, après, mon enchaînement, c'était un petit peu qu'est-ce que vous aviez en tête comme conséquence. Donc là, tu viens de m'en donner une. Comportement potentiellement agressif dans un groupe. Est-ce que vous avez d'autres idées de conséquences que l'exclusion sociale pourrait entraîner? Parce que là, on a parlé beaucoup de ce que pouvait être l'exclusion sociale et les différentes formes, ce que c'était vraiment dans le corps, son corps même, mais qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? Donc, tu m'en as donné une. Effectivement, est-ce que vous en avez naïvement, je pense qu'il y en a qui peuvent nous venir à l'esprit. Ou pas? Donc, vous avez le chat ou le droit d'ouvrir vos Ah oui. micros. Alors oui, donc impact sur la santé mentale, dépression, anxiété, tout à fait. Donc effectivement, c'est des choses qu'on va observer. Désengagement, tout à fait. Effectivement. Est-ce qu'à l'inverse, on peut penser que ça va augmenter l'agressivité ou la violence chez la personne exclue qui réagit? Aussi. Alors,
En fait, ce qu'on voit dans la littérature, alors après, je vous ai mis des études, on peut rentrer dans les méthodologies, etc. Je ne sais pas trop ce qui vous intéresse, mais dans les effets délétères, tout ce que vous avez cité, donc un retrait social, j'ai été exclue, je vais me retirer. Ça, je ne vous ai pas mis de données là-dessus, mais voilà, c'est si j'ai été exclue, bon, bah, qu'est-ce que je veux faire? Je vais me mettre dans mon coin, quoi, pour éviter d'être exclue à nouveau, en fait. La dépression, oui, vous l'avez cité. En anxiété, il faudrait que je cherche davantage en littérature. On parle beaucoup de liens avec la dépression, beaucoup d'affects dépressifs qui vont s'enclencher suite à l'exclusion sociale. Alors, la question dépression, cause-conséquence, eh ben, ça fait partie un petit peu des questions qu'on va pouvoir traiter, effectivement. Est-ce que je suis déprimée et donc je suis exclue? Très bonne question. Ou est-ce que je suis exclue et je suis déprimée? A priori, je peux vous le dire déjà, on peut imaginer une relation bidirectionnelle qui peut avoir lieu. Mais la question se pose en fait. Des pensées suicidaires, donc il y a des travaux qui ont associé l'exclusion sociale avec le fait d'avoir des pensées suicidaires. Des perturbations cognitives, que ce soit en classe, chez des enfants ou chez des adultes également. Chez les enfants, de l'échec scolaire et du désengagement, je crois que vous l'avez dit, désengagement. Donc, désengagement de l'école, on participe moins. Des actes de violence. Alors là, j'ai juste fait une ligne sur les actes de violence. Alors, il y a des études corrélationnelles. Là, je vous les ai pas, j'ai pas mis d'illustration puisque c'est des tableaux, mais ça, c'est corrélationnel. On a pu voir que les tueries, les fusillades qu'il y avait eu aux États-Unis, en fait, la plupart des personnes qui enclenchaient ces actes-là avaient été victimes d'exclusion sociale, soit dans leur famille, soit à l'école. Donc, il y a des études corrélationnelles qui vont montrer effectivement que l'exclusion sociale entraîne plus de comportements agressifs tels que des choses extrêmes telles que les fusillades aux États-Unis, mais aussi de la vengeance, effectivement. Donc, on va voir que suite à une exclusion temporaire, les gens vont être plus agressifs, mais pas que la vengeance. En fait, on peut aussi, et ça dépend si vous voulez, mais voilà, je peux vous montrer des illustrations. Les gens vont aussi être plus agressifs envers des personnes nouvelles qui leur ont rien demandé. Parce que la vengeance, on peut se dire, bon, bah, ça fait sens, en fait, ils m'ont exclu, du coup, je me venge, je ne veux plus être avec eux, je m'exclus de ça, mais voilà. Mais en fait, il y a des travaux qui montrent qu'on va être aussi plus agressif par la suite avec d'autres personnes. De la consommation de substances, j'en parlais tout à l'heure. Alors, la consommation de substances, pareil, hein, consommation de drogue, d'alcool. Est-ce qu'à un moment donné, c'est la consommation de substances qui entraîne l'exclusion parce que je me retire du monde? Ou est-ce que, en fait, je suis exclue et donc je consomme de la substance? Donc là, pareil, potentiellement un cercle vicieux et une causalité bidirectionnelle. Mais pareil pour l'agression, d'ailleurs. Hein. L'agression, la question se pose aussi. En fait, on voit beaucoup de travaux à l'école qui montrent des liens corrélationnels entre l'exclusion sociale et l'agression. Est-ce qu'en fait, cet enfant est mis à l'écart parce qu'il est agressif? Ou est-ce que du coup, il est agressif parce qu'il est exclu? Et donc, quand on regarde les études sur l'exclusion chronique, en fait, c'est ça qui... L'exclusion chronique, c'est quelque chose qui est important parce que ça veut dire que c'est les gens qui vivent de l'exclusion au long cours. Comprendre l'exclusion temporaire, c'est important pour comprendre les mécanismes. Mais en fait, le vrai fardeau, c'est les gens qui sont dans une exclusion chronique. Et souvent, quand on examine des relations, eh bien, on ne sait plus quel est l'œuf ou la poule. Et ça fait partie un peu... ça fait un peu partie des choses que vous avez soulignées. Donc, c'est Delphine qui soulignait ça. Et donc, ça fait partie souvent des enjeux quand on va étudier l'exclusion sociale et les conséquences de l'exclusion sociale. Est-ce que du coup, ça arrive pile poil sur ce que je voulais dire après, c'est des relations complexes et des relations bidirectionnelles. Alors, est-ce que c'est l'exclusion sociale qui a créé ça? Ou est-ce que c'est le fait d'être en dépression, le fait d'être isolé qui fait que finalement, je suis exclue par les autres parce qu'en fait, on ne va plus venir me voir? Est-ce que c'est parce que je suis agressif? Est-ce que c'est parce que je ne vais pas bien que du coup, je me retrouve exclue? Et donc, tout ça, c'est hyper important. Et donc, ça veut dire qu'il y a un enjeu au niveau de la méthodologie. Donc, ça veut dire qu'on va se reporter sur soit des plans longitudinaux. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, les plans longitudinaux. Ça, c'est quand on travaille sur l'exclusion chronique. Est-ce que vous avez un peu des notions de... Des plans longitudinaux, c'est quand on va étudier sur plusieurs vagues, plusieurs années, plusieurs temps de mesure des phénomènes. Et en fait, on va regarder, mais je vais vous illustrer un ou deux exemples après au choix, vous me direz. On va regarder dans quelle mesure, par exemple, l'exclusion que j'avais, par exemple, quand j'étais en maternelle, prédit mon comportement quand je suis en CM2 et en contrôlant pour qui j'étais en maternelle, par exemple. Donc, par exemple, si on s'intéresse à la relation entre la dépression et l'exclusion sociale, on va regarder si la dépression en maternelle prédit l'exclusion future.
en CM2 et si l'exclusion en maternelle prédit la dépression en CM2. Et ça va nous permettre de manière, vu qu'on prédit des choses dans le futur, ça va nous permettre un petit peu d'asseoir cette question de causalité. Donc ça, je ne sais pas si c'est très clair. Peut-être qu'on pourra rentrer dans une ou deux études. Il y a une Ça veut question. dire que... Pardon. J'ai fermé le lien. Vas-y. Si j'avais ouvert mon micro par réflexe, pardon. Il y a une question, il y avait quelqu'un d'autre qui avait levé la main. Parce que je me replongeais en fait dans une situation. Donc si Franck choisit une équipe de foot et que je suis le dernier choisi, et qu'à chaque fois dans la même classe, c'est toujours moi le dernier choisi, à la maternelle, ça veut dire que il se passe quelque chose et que toi, tu vas voir ce que ça peut produire une fois que j'arrive au collège ou en CM2. Dans les études, ouais, c'est ce qu'ils font. Après, on ne fait pas que des mesures à maternelle, on va faire des mesures chaque année, en fait. Évidemment, en fait, l'idée, c'est on va voir que, alors, c'est parce que, donc après, les plans expérimentaux, j'y reviendrai. On peut voir, par exemple, alors, comment illustrer ça je regarde un petit peu. Donc, par exemple, sur la dépression. Je donne un exemple sur la dépression. Alors là, on a 240 adolescents qui ont été suivis pendant 3 ans. Et on mesure le rejet, donc qui est mesuré par les adolescents. Donc là, on est sur du ressenti. La mère, donc quelque chose de perception objective, et les enseignants. Ça, c'est des mesures, par exemple, moi, j'ai jamais utilisé les parents, mais j'utilise, par exemple, des mesures du ressenti perçu et aussi des enseignants, qui peuvent être... Alors, au collège, c'est plus difficile, mais souvent, en école primaire et maternelle, ils ont une bonne connaissance des dynamiques. Mais on peut discuter encore de ces mesures. Ça revient sur la question de Franck de tout à l'heure, et aucune des mesures n'est jamais parfaite. Bon, on mesure le rejet et la dépression avec des échelles qui sont censées mesurer la dépression et des comportements dépressifs par les adolescents eux-mêmes et la mère. Alors, rapidement, donc voilà, par rapport à ta question, voici à quoi ça ressemble. Voici à quoi ça ressemble. Donc, on a 3 temps de mesure à différentes années. Alors, parfois, on a plus d'années. Et donc, ici, on peut voir la dépression. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Oui. La dépression au temps 1. Alors, j'ai oublié de noter les années. Je dois les avoir sur le côté, mais je vois vos visages à la place. Au temps 1, donc c'est des adolescents, donc à 11 ans. J'avais dit que ça commençait à 11 ans. Et là, on voit le rejet. On voit ici, vous voyez cette flèche qui... Alors, juste une note, il y a plein de carrés et tout ça. Ça veut dire qu'ils ont créé des indicateurs de rejet qui va prendre en compte le rejet mesuré par l'enfant, la mère et les enseignants. Donc là, ça veut dire qu'ils ne considèrent pas les différences entre les deux. Ils se disent plutôt qu'on va avoir une bonne mesure du rejet en considérant plusieurs sources de mesure, ce qui est assez intéressant dans la littérature. Après, ça veut dire que peut-être on peut se poser des questions plus poussées sur nos indicateurs. Bon. Donc, ils font ça pour les indicateurs de dépression et de rejet. Et on voit ici que dans le temps 1, il y a une forte corrélation entre le rejet et la dépression. Les gens qui se sentent rejetés et qui sont rejetés sont aussi plus tendance à avoir des symptômes dépressifs. Donc, OK, ça c'est normal, mais là, on ne sait pas quel est l'œuf ou la poule. Et donc, on mesure la même chose au temps 2 et on mesure la même chose au temps 3. Ce que tu vois, Johan, ce que je voulais te montrer, c'est qu'ici, tu vois qu'il y a une forte corrélation. Les gens qui sont rejetés au temps 1, ils ont plus tendance à être rejetés au temps 2 et ils ont plus tendance à être rejetés au temps 3. C'est des corrélations positives. Ça fait sens. Après, tu peux avoir des changements d'école, tu pourrais avoir des choses qui viennent amenuiser ces corrélations, mais finalement, si tu as des relations qui s'ancrent à un certain moment, bon, bah, ça ne change pas d'année en année, évidemment. Les plus populaires sont les plus populaires, les moins populaires sont les moins populaires, et donc ça fait un petit peu sens. Et donc après, ce qui nous intéresse ici, bah, ça va être ça. Ça va être les relations cross-lag, la relation entre le rejet au temps 1 qui prédit la dépression au temps 2. Ça, c'est intéressant parce que ça nous dit que le rejet prédit positivement, tu peux voir ici, si j'arrive à... Voilà. Il y a une corrélation positive ici. Le rejet prédit positivement la dépression au temps 2. Et ça, c'est en prenant en compte le fait que les gens avaient déjà des symptômes dépressifs au temps 1. Ça, je ne sais pas si c'est clair, ça veut dire que c'est autre chose que cette corrélation qu'on voit là. C'est au-delà du fait que les gens puissent être dépressifs, le fait d'avoir eu des symptômes dépressifs au temps 1 prédit prédit des symptômes dépressifs qui seraient au temps 2. Et on voit la même relation entre le temps 2 et le temps 3 de manière intéressante. Je ne vous ai pas entouré. Vous voyez que dans l'autre sens, les corrélations sont plus faibles et inconsistantes. La dépression prédit positivement, mais de manière plus faible, le rejet au temps 2. Et là, on voit même que c'est négatif, en fait. Donc, on voit que la relation est beaucoup plus inconsistante. Le fait d'avoir des symptômes dépressifs
Et moins prédictif de et rejet. moins prédictible du rejet que le rejet va être prédictif de la dépression. Donc là, on a des éléments qui semblent nous dire, oui, le rejet peut être une source causale de la dépression. Alors, toujours avec des pincettes, parce qu'en fait, il peut y avoir d'autres variables qu'on ne mesure pas, parce qu'on est dans des plans corrélationnels. Mais voilà comment on fonctionne pour pouvoir se dire dans quel sens ça va. Et là, en fait, on a des éléments qui semblent nous dire, oui, en fait, le rejet semble aller dans le sens que c'est le rejet qui crée la dépression. C'est impressionnant. Est-ce que pour l'instant, il y a des questions aussi sur ça? En revanche, enfin, je crois pas qu'il y ait de questions, je regarde, mais non. Mais en revanche, tu penses que ce résultat a été généralisé à sur d'autres populations et d'autres situations? Donc cette idée qu'effectivement c'est le rejet qui favorise des troubles dépressifs et non inverses? Alors, par exemple, je vais plus loin, je te montre une étude expérimentale sur la question des pensées suicidaires. Alors, parce qu'en fait, je choisis cette étude parce qu'ils ont intégré des affects dépressifs. Du coup, ça permet d'appuyer mon propos en termes tu vois, de réplication. Alors là, je vous ai choisi des choses avec des plans longitudinaux. Il y a d'autres études qui ont montré que l'exclusion sociale prédisait les affects dépressifs chez des adolescents, chez des adultes. Ça a été aussi montré. Donc là, c'était des ados. On a des études sur les adultes. Je ne sais plus si c'est purement corrélationnel ou longitudinal, mais en tout cas, cette relation se trouve ailleurs. Alors là, ce papier est intéressant parce qu'il s'intéresse donc aux pensées suicidaires, mais intègre la question des affects dépressifs. Méthodologie expérimentale, cette fois-ci, on n'est pas sur l'exclusion chronique. On va créer ou activer. On ne voit pas les données, c'est normal, parce que je vous explique des choses avant. Donc, en fait, on va mettre les gens dans des situations qui vont activer de l'exclusion sociale. Donc, plusieurs façons de le faire. Là, c'est une situation assez soft. Après, je peux vous montrer d'autres si vous voulez. Là, on leur demande tout simplement de rappeler. Donc, on travaille sur les souvenirs. De rappeler une situation où ils ont été inclus dans le passé ou une situation où ils ont été ostracisés, ignorés. On peut avoir des mises en situation où en fait il y a des acteurs qui jouent et donc on exclut les participants ou alors on leur fait croire que personne ne veut travailler avec eux. On travaille beaucoup avec ce qu'on appelle des habillages expérimentaux en psychologie sociale où on va créer des situations factices pour mettre les gens dans des situations pas très agréables, c'est sûr, mais pour pouvoir vraiment comprendre le poids de ces situations pas très agréables. Alors évidemment, ils sont prévenus en amont qu'ils vont vivre des choses pas très agréables, mais ils ne savent pas exactement quoi. Et à la fin, on leur explique quoi et on leur explique le but de l'étude. Alors, c'est pas, enfin, pas très sympa. Je n'aime pas trop le fait de dire que c'est pas très sympa. C'est nécessaire pour pouvoir comprendre l'impact de ces situations négatives qui, on l'a vu, apparaissent de manière assez fréquente et comprendre comment est-ce qu'elles agissent. Donc, on va étudier, on va donc prendre des participants qui sont volontaires. On va les répartir de manière aléatoire, soit dans la condition inclusion, soit dans la condition ostracisme, ce qui fait qu'on va avoir deux groupes qui sont équivalents. Et la seule chose qui change, c'est la situation dans laquelle on les a mis. Alors là, c'est une situation minimale, c'est est-ce qu'on leur a demandé de se rappeler d'une situation d'ostracisme ou d'une situation d'inclusion. Mais parfois, la situation, c'est nous qui la créons un petit peu plus en les mettant dans une situation d'inclusion ou d'exclusion. Et c'est la seule chose qui va changer parce que quand ils arrivent, ils sont mis aléatoirement, ils ne choisissent pas là où ils vont et puis ils ne savent pas quelles sont les conditions. Donc là, il y a du VI, c'est variable indépendante, ça veut dire que c'est ce que le chercheur manipule et donc c'est ce qu'on va comparer. C'est la situation qu'on a créée et qu'on va comparer. Et donc, ici, ce qu'ils ont mesuré, la perception de sens de la vie, dans quelle mesure, donc c'est important pour comprendre la question du suicide, dans quelle mesure on a l'impression que la vie fait du sens ou pas pour nous. Les affects dépressifs, donc c'est pour ça que je suis venue vers là, Franck, c'est pour répondre à ta question. Et puis des pensées suicidaires. Alors, c'est un article avec, je ne sais pas, 10, 11 études expérimentales. Donc, je vous ai choisi celle-ci parce qu'elle est assez simple à expliquer. Et donc, à chaque fois, ils vont manipuler l'exclusion de façon différente et ils vont mesurer les pensées suicidaires de manière différente, avec des échelles. Et là, on est dans un scénario. Donc, on leur demande de s'imaginer être dans cette situation. Donc, bon, c'est un article en anglais, donc vous avez des consignes en anglais. Vous imaginez que vous vous réveillez et que vous vous trouvez le seul survivant d'une planète, le seul survivant après un crash d'avion. Vous êtes maintenant sur une île déserte, tout seul. Et vous ne savez pas depuis combien de temps vous êtes évanoui, ni s'il y a des gens qui vont venir du monde extérieur. En fait, vous n'avez aucun signe de vie. Vous n'êtes même pas sûr que des gens sont en train de chercher pour vous. Sont en train de vous chercher, pardon.
Donc, votre survie dépend de combien de temps vous êtes capable d'attendre, mais même si vous survivez très longtemps, vous n'êtes pas du tout sûr que quelqu'un va venir vous chercher. Dans quelle mesure, après, il y a un petit item qui leur dit dans quelle mesure vous penseriez facilement au suicide. Et donc là, du coup, de 1 à 7, est-ce que les gens auraient tendance à se dire, bon, en fait, je vais me tuer versus pas dans cette situation un peu extrême. La question, c'est est-ce que ça va varier en fonction d'avoir rappelé un épisode d'exclusion ou d'inclusion. Et donc, alors là, je n'ai pas des barres à vous montrer, ça va être un peu des ronds et des relations, encore une fois, des corrélations. En fait, ici, vous voyez un lien. Alors, il faut suivre ma souris parce que j'aurais peut-être dû vous animer ça. Vous voyez un lien entre le fait de se rappeler l'inclusion et l'exclusion et les pensées suicidaires. Ça, c'est ce qui les intéressait. On voit que d'avoir rappelé un épisode d'ostracisme prédit positivement, bon, pour ceux qui sont un peu experts en stats, le graphique est un peu faux. Donc, c'était compliqué pour moi de corriger leur article. Prédit positivement, c'est cette corrélation que vous voyez là, les pensées suicidaires. De manière intéressante, oui. Pour préciser, pour ce que regarde, parce que quand tu bouges la souris. Ah oui, c'est en décalage par rapport à. Ah oui, donc à chaque fois que je bouge ma souris. Ah oui, Pierre, tu vois pas du tout le beau jaune que j'ai repris de votre style. Donc oui, ma souris est en décalage. Donc le rond que vous avez, c'est difficile pour moi de viser mieux. Le rond à gauche, ostracisme, prédit positivement pensée suicidaire. Donc là, c'est le bêta égale 0,18. Donc il y a une relation positive, c'est-à-dire que le fait d'être dans la condition ostracisme entraîne plus de pensées suicidaires. Ce qui est important par rapport à la question de Franck, c'est ce qu'on voit en bas. On voit que le fait de se rappeler d'une situation d'ostracisme corrèle positivement avec des affects dépressifs dans la situation. Donc, les gens reportent plus d'affects dépressifs. Donc là, on est sur une population adulte. On n'est pas sur de l'exclusion chronique. On est sur le rappel d'une situation d'exclusion. Et on voit que ça entraîne plus d'affects dépressifs. Donc voilà. Là, juste pour être sûr d'avoir compris, c'est quoi l'affect dépressif? Ici, il remplissait, alors il faut que j'arrive à me rappeler de la méthodologie exacte, il devait remplir une petite échelle. Je regarde si je l'ai dans mes notes. Suicidal. I feel depressed, I feel downhearted and blue, I feel sad. Donc, ils avaient 3 items. Donc, on n'est pas sur une échelle validée d'affects dépressifs, mais on est sur 3 items qui vont mesurer des affects dépressifs. Est-ce que je me sens déprimée? Je me sens downhearted and blue. Je me sens un peu, comment on dirait I feel blue, oui, je n'arrive pas à le traduire. Je me sens pas bien, quoi. Je me sens un peu de morale dans les chaussettes et je me sens triste. Voilà, donc on voit que ça entraîne un sentiment de tristesse et d'affect dépressif. Donc, on n'est pas sur un état dépressif chronique, on n'est pas sur des symptômes dépressifs ici. Évidemment, on ne va pas avoir des symptômes dépressifs juste parce qu'on se rappelle d'un épisode d'exclusion, mais ça nous met dans un état qui se rapproche de... vous savez, quand on parle des affects dépressifs, c'est qu'on peut avoir de la dépression chronique, mais des états dépressifs qui nous arrivent à tous, au-delà de la tristesse, parfois on ne se sent pas très bien. Donc, c'est ça un petit peu que ces items qui sont censés capter. Par exemple. Et donc je suis désolée, parce que j'essaie de comprendre. Donc là, en fait, on leur a fait avoir le souvenir d'ostracisme et ça a augmenté de 0,47, bêta 0,47 l'affect dépressif. Et du coup, la liaison entre dépressive affect et suicidal thoughts, c'est 0,49. Ça veut dire que ceux qui avaient une sensibilité, on va dire, à l'ostracisme, ils vont avoir plus de pensées suicidaires, c'est ça? Tout à fait. En fait, ça s'appelle, donc je n'étais pas allée jusqu'au bout de l'explication de ce graphique, ça s'appelle un test de médiation. Donc, en fait, l'idée, c'est de se dire, on a un effet de l'ostracisme sur les pensées suicidaires. Par quoi est-ce qu'il s'explique? Et les auteurs disent, ça va s'expliquer par le fait de se sentir moins bien, d'avoir ce type d'affect dépressif. Et vous voyez en haut, la perception du sens de la vie. Donc ici, la perception du sens de la vie, c'était quelque chose du type, il faut que j'arrive à retrouver, je pense que la vie n'a... est-ce que la vie a du sens? Alors, est-ce que j'ai les items exacts? Je ne voudrais pas trop perdre de temps sur ça, je ne les retrouve pas. Et donc, en fait, juste pour vous répondre, et après je te donne la parole, c'est juste de dire que les gens, quand ils se rappellent un épisode d'ostracisme, cela va entraîner plus d'affects dépressifs, ils ne se sentent pas très bien, et cela va diminuer chez eux le sens perçu de la vie. Et ces 2 choses-là viendraient expliquer la relation entre l'ostracisme et les pensées suicidaires. Et en fait, quand on prend en compte ces 2 facteurs, vous voyez ici que le bêta devient non significatif et nul
Donc, en fait, ici, pour eux, pour ces auteurs, le fait que l'ostracisme entraîne plus de pensées suicidaires, c'est lié au fait que l'ostracisme diminue le sens perçu de la vie et entraîne des affects dépressifs. Je ne sais pas si j'ai répondu. C'était Christelle qui me posait la question. Oui, c'est moi. Je ne sais pas si c'est... Du coup, ça, c'est ce qu'on appelle une médiation. C'est de se dire, on observe une relation et on va essayer d'aller l'expliquer en se disant par quoi ça passe. Pourquoi est-ce que l'ostracisme entraînerait plus de pensées suicidaires? Pour eux, parce que l'ostracisme entraîne et des affects dépressifs, négatifs, et une perte du sens de la vie. Et c'est ça qui entraînerait des pensées suicidaires. Du coup, il nous reste 3 minutes, Marie-Pierre, Oui. enfin, sur le temps officiel. Merci. Donc, enfin, moi, si ça dépend sur quoi tu voulais nous entraîner ensuite, parce que moi, je me dis, mais en lisant ça, finalement, c'est le fait d'avoir vécu ou de se rappeler des situations d'inclusion, peut-être nous renforce dans notre estime de nous-mêmes ou dans notre capacité à voir des choses de manière positive. Là où l'exclusion sociale serait peut-être prédictive justement d'un manque chronique d'estime de soi, peut-être d'une faiblesse du sentiment d'efficacité personnelle ou des choses comme ça. Tu as pu mesurer des choses comme ça ou tu travailles pas du tout là-dessus? Alors, en fait, c'est que du coup, je voudrais... Alors, moi, je travaille un peu sur toutes ces choses-là, mais alors, j'avoue que mes données étant très le bazar, pour l'instant, je me base sur les choses qu'on sait vraiment. Ok. Mais donc, pour finir, peut-être, et ça répond quand même à ta question. En fait, l'exclusion sociale n'entraîne pas que des choses négatives. Il y a aussi des choses positives qu'on va observer. Et donc, parce qu'en fait, il y a différentes choses que tu as dit et que je voudrais aborder là dans le temps qui reste. En fait, on va observer, quand les gens sont exclus, quelque chose que vous ne m'avez pas dit, c'est qu'on va vouloir se reconnecter. En fait, le besoin d'appartenance est mis à mal et donc j'ai besoin de recréer un groupe d'appartenance. Et donc, il y a des auteurs qui vont dire qu'on va être motivé à s'affilier et à rechercher le contact avec les autres dans une certaine mesure. Et c'est ça qui va être aussi le souci. C'est dans la mesure où les situations me permettent d'être inclus, parce que si les situations permettent potentiellement de la nouvelle exclusion, on va observer a priori plutôt du retrait, de la dépression, plutôt des comportements agressifs dont on a pu parler. Dans ta question, Johan, tu me dis, est-ce que l'inclusion, ça booste et puis l'exclusion, ça ne booste pas? Alors, ce n'est pas forcément évident. Alors, j'étais en train de me dire, est-ce que j'ai quelque chose ici sur ça? En fait, c'est que dans ce que je te montre là, je te compare l'inclusion contre l'ostracisme. Et toi, tu dis l'inclusion, ça booste. Mais en fait, on ne sait pas. On ne sait pas si l'inclusion, ça booste parce que quand on compare juste exclusion contre inclusion, je pourrais te dire, est-ce que c'est exclusion qui a un effet négatif? Est-ce que c'est inclusion qui a un effet positif? Est-ce que c'est les deux? Très difficile de savoir. Alors, il me semble qu'ici, voilà. Voilà, donc par exemple, parfait, je suis tombée sur... Là, par exemple, on demande aux gens de rédiger une expérience de rejet, ok, exclusion, d'acceptation, le truc qui serait censé booster, ou contrôle. Contrôle, un texte qui me parle d'autre chose. Et là, c'est important pour pouvoir dissocier les deux. Alors là, on est sur des effets positifs. Là, c'était la question de la reconnexion sociale. Est-ce qu'on va avoir intérêt à rencontrer un étudiant? Alors là, c'était Florida State University, donc une association de l'université. C'est le Facebook de Florida State University. Et donc voilà, et donc on leur pose 10 questions sur une échelle en 12 points. Et alors, voici les résultats, donc rapidement. On voit ici que, alors j'ai plus toutes les statistiques, on voit ici que l'exclusion a un effet positif sur l'intérêt de connexion, vous pouvez voir. Et en fait, il me semble qu'on n'a pas de différence, je suis presque sûre à 100%, mais je n'ai pas retravaillé toutes mes petites statistiques que je vais avoir sous les yeux, qu'il n'y a pas de différence entre contrôle et acceptation. Et en fait, c'est quelque chose, alors je regarde, indicated that exclusion, oui. Oui, pas de différence entre les deux. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans la littérature. Souvent, les gens, parce que c'est compliqué d'avoir beaucoup de cases dans ce qu'on étudie, souvent le contrôle n'est pas intégré et on va comparer acceptation-exclusion. Mais dans les mesures expérimentales, quand on rajoute une condition contrôle, on va souvent voir l'effet négatif de l'exclusion sur certains comportements ou positif de l'exclusion, pas forcément la question positive de l'inclusion. Alors après, on peut se poser... En fait, il y a des travaux. Donc tout à l'heure, je parlais d'un chercheur de Bâle. Il va dire c'est normal. En fait, l'inclusion, c'est la norme. C'est normatif d'être inclus dans notre société. C'est ce que tu attends. Et c'est pour ça que l'exclusion aussi pourrait avoir des effets parfois négatifs. C'est parce qu'il est normal, c'est ce qui est attendu. Donc ça serait vraiment l'état de base d'être inclus.
Alors voilà pour ces études expérimentales. Alors après, quand on regarde sur les études chroniques, c'est intéressant. Je ne sais pas si je crois que je ne vous l'ai pas mis. On va effectivement voir que le degré d'acceptation ne va pas avoir les mêmes prédictions, par contre, que le degré de rejet. On n'est pas en miroir. D'ailleurs, Lucie, qui s'est connectée, on peut le dire, parce qu'elle a travaillé aussi un peu sur la question dans la littérature. Si on regarde, quand on crée un indicateur d'acceptation par les pairs et un indicateur de rejet par les pairs, on ne peut pas dire que l'acceptation, c'est juste le miroir du rejet. C'est quelque chose de différent parce qu'on peut être, on peut ne ni être accepté ni rejeté en fait. On peut être un peu quelqu'un au milieu de tout ça. Donc effectivement, l'acceptation, donc c'est juste pour dire, je ne voudrais pas finir sur l'acceptation n'a pas d'effet positif, hein. L'acceptation a bien des effets positifs. On le voit dans les études chroniques. Quand on regarde le degré d'acceptation des pairs, on peut regarder chez les enfants, il y a des études qui ont étudié la popularité des enfants, qui sont des indicateurs différents du rejet. On est vraiment sur des choses différentes. Et on voit qu'on va avoir des résultats complètement différents dans les comportements sociaux des enfants. Donc oui, voilà. Maintenant, quand on regarde ce qui se passe d'un point de vue temporaire immédiat, très souvent, on voit que l'exclusion va avoir un effet et que l'inclusion pas tant par rapport à une situation un peu normale, parce que c'est normatif d'être inclus et que c'est ce qui est un peu attendu. Et les gens ne se disent pas qu'il leur est arrivé quelque chose de particulier quand ils ont été inclus dans la situation. C'est ce qui est un peu attendu dans la situation. Et là, alors je sais qu'on n'a pas trop de temps et ça peut faire débat, mais du coup, quand on fait de la reconnexion, quand on est exclu et qu'on fait de la reconnexion, on peut bien se reconnecter avec un groupe social lui-même exclu. On est d'accord? Oui, tout à fait. Alors après, quand tu vas travailler sur la reconnexion, il faut que ça soit un groupe qui soit important pour toi. Évidemment, ce qu'on va voir dans les comportements de reconnexion, c'est que, alors tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait de vengeance. Donc, j'ai dit qu'on pouvait se venger contre les gens qui nous avaient exclus. Et donc, on voit que les comportements de reconnexion n'arrivent pas envers les gens qui m'ont exclu, hein. Évidemment, on les dévalorise. Ce n'est pas quelque chose qu'on recherche. Donc, ça va être de nouvelles personnes qui affordent des possibilités de reconnexion. Bon, là, en fait, je ne veux pas rentrer dans les données parce qu'à chaque fois, ça va me faire réexpliquer des choses, mais et du coup, je ne voudrais pas qu'on ouvre trop. Mais donc, du coup, si je sens que les autres peuvent m'évaluer négativement, alors je vais plutôt percevoir ces autres négativement. Alors que si ce n'est pas le cas, je vais plutôt les percevoir positivement parce que je vais voir qu'ils peuvent me donner une source d'affiliation. On sait qu'on va plutôt s'affilier et émettre des comportements d'affiliation envers des gens qui sont de notre propre groupe. Ça, il y a des travaux qui vont montrer que, par exemple, si je suis une femme, je vais aller plus vers une femme. Donc, le groupe d'appartenance est important parce qu'on va avoir une base commune. Et après, vous avez des travaux plus récents aussi sur effectivement quelqu'un qui va être exclu. Est-ce que je partage le groupe d'appartenance? Est-ce que lui et moi, on est exclus en même temps? Et donc, on peut retrouver affiliation commune, évidemment. Il faut comprendre que tout à l'heure, on parlait de endogroupe et exogroupe. On a des multitudes de groupes. Donc, l'important, c'est de trouver une source d'affiliation qui soit pertinente pour moi. Et d'après toi, les punks sont des gens qui avaient vécu des exclusions sociales chroniques? Si je tords la question de Franck. En fait, les punks, ils ont un groupe d'appartenance, ils ont des normes et du coup, ils ont un fort besoin d'appartenance. Donc, ils décident de se... Enfin, après, c'est ma vision. Mais du coup, tu es plutôt en opposition à des normes que tu n'apprécies pas et du coup, tu te mets dans un groupe et tu ne subis pas de l'exclusion sociale parce que tu te mets à l'écart. Tu n'as pas été mis à l'écart. Alors après, à un moment donné, tu peux être aussi mis à l'écart par ailleurs, mais comme ton groupe d'appartenance minimal, il est là et qui te fournit tu vois, il te fournit des ressources. Par contre, si tu es exclu du groupe des punks et de tes amis proches, enfin là, ça sera plus violent. Ou si toi, tu vas dans la société, tu veux un job, tu veux accepter ces normes et que tu es exclu, bien sûr que là, tu vas mal le vivre. Si tu es en rejet de ces normes-là, a priori, mais alors là, je sens de mon expertise, mais je dirais que tu n'es pas en train de vivre de l'exclusion sociale, tu vois. C'est intéressant parce que, a priori, donc, tes travaux et tes analyses viennent un peu contrecarrer ce qu'avait la notion de carrière qu'avait travaillé Howard Baker et ses collègues sur cette question d'une carrière délinquante, par exemple, qui serait en fait le retournement d'un stigmate vécu, justement des exclusions sociales en série vécues, qui vont expliquer, par exemple, qu'on s'inscrive dans des carrières déviantes. Il explique ça à travers l'analyse
joueurs de jazz dans les années, je ne sais plus, 40, ou aussi sur des populations enfin, délinquants chroniques, parce qu'un délinquant, c'est pas une espèce humaine, mais des délinquants chroniques. Donc, il parle d'une notion de carrière et une déviance qui serait expliquée par, en tout cas selon lui, des exclusions sociales. Alors, je ne connais pas ces travaux et je ne veux pas forcément mettre en porte-à-faux parce qu'on a vu tout à l'heure que l'exclusion sociale pouvait entraîner des comportements antisociaux. Alors, ça peut être plusieurs raisons à ça. Il y a, enfin, tout à l'heure, on parlait de vengeance, mais ce n'est pas que ça, parce que j'ai dit qu'on était aussi plus agressif envers de nouvelles personnes. Alors, ça peut être lié à un biais hostile. Il va y avoir en fait, on est fragilisé, on est un petit peu mis à mal et donc on va percevoir le monde comme étant plus hostile et donc on va être plus agressif, un peu pour se protéger. Et puis, il y a des travaux qui vont suggérer aussi que c'est l'importance de la perception de contrôle. Quand j'ai exclu, en fait, j'ai plus de contrôle sur mon environnement et l'agression, c'est aussi une forme de reprendre du contrôle. C'est pas que de se venger, c'est aussi de contrôler un peu son environnement et de contrôler les autres et de reprendre un peu pouvoir. Alors, ça peut être une façon de réguler. Et donc, la question, c'est, et là, on revient sur l'étude de cas. Et donc, je voudrais certainement pas aller à l'encontre d'analyses de personnes qui ont, tu vois, fait des analyses assez poussées. C'est des boomers, hein, tu sais. Parce que du coup, l'exclusion sociale peut entraîner ce genre de comportement. Et peut-être qu'ensuite, tu peux avoir, tu vois, l'exclusion sociale partagée qui peut entraîner des stratégies groupales partagées avec de nouvelles normes qui se créent. Et du coup, une exclusion sociale au départ peut créer l'existence d'un nouveau groupe où tu vas chercher de l'affiliation chez les autres. Il y a des travaux qui vont montrer que l'exclusion sociale entraîne plus d'extrémisme et de la radicalisation. Et c'est pas forcément, et là, l'analyse est compliquée parce que c'est pas forcément des comportements antisociaux. Ça va être justement parce que je valorise les normes de mon groupe d'appartenance. Donc, par exemple, je suis issue d'une minorité. Je suis exclue en tant que minorité. Je m'affilie du coup au groupe de cette minorité, comme le disait Franck. Cette minorité va avoir des normes assez extrêmes ou contre la société. Je vais renforcer ces normes-là. Donc, on va avoir des travaux, oui, sur, je sais plus, l'extrémisme et des travaux. Et donc, tu vas renforcer ces normes-là. Et en fait, la question, c'est que tu n'es pas vraiment sur du comportement antisocial à la base, tu es plus sur une motivation prosociale, d'aller dans ton groupe. Et ces normes-là qui vont finalement peut-être prôner un acte d'agression pour pouvoir véhiculer tes propres valeurs, peut entraîner de l'agression. On n'est pas sur le même mécanisme que quand je veux juste avoir du contrôle, moi, en tant qu'individu. Et d'ailleurs, la question se pose de savoir, est-ce que finalement, ces comportements antisociaux, c'est les plus prévalents? Est-ce que tu n'as pas plus du rejet? Quelle est la prévalence de ces relations? Ça, c'est encore, je pense qu'on sait que ces relations existent, mais il y a encore pas mal de travaux pour savoir. Tu vois, le retrait social a été beaucoup aussi mis de côté et ça fait partie des questions que la littérature doit encore régler. Donc peut-être on arrive sur Pardon, si on arrive sur une conclusion, est-ce que ça t'aide de poser la question sur cette question de la régulation? Justement, là, tu as lancé ce mot qui est fondamental dans tes travaux. Comment est-ce qu'on pourrait accompagner, aider cette question de la régulation à partir de situations d'exclusion plus ou moins bien ou mal vécues? S'il n'y a pas de régulation naturelle, j'imagine que normalement il y a une régulation naturelle. Comment proposer effectivement des situations de régulation ou des soutiens à une régulation un peu plus accompagnés, guidés, etc. Bah oui, c'est tout l'enjeu. Et en fait, c'est un petit peu ça le but de mes travaux, c'est d'arriver à comprendre dans quel cas on va avoir des comportements positifs et dans quel cas on va avoir des comportements négatifs pour pouvoir savoir comment rediriger, si besoin est, des comportements plutôt positifs. Et donc, moi, ma lecture de la littérature et l'orientation de mes travaux, ça va être, comme on le voit, en fait, comme je le disais, la question de cette hypothèse de reconnexion, l'importance, en fait, de savoir que l'environnement va être bienveillant en fait et va accueillir et ne va pas me rejeter à nouveau, ça va être quelque chose d'important. Et donc en fait, ici, les idées qu'on va avoir, c'est que donc, très, très, très rapidement, c'est que ce qui est important ici pour nous, hein, dans notre analyse de la littérature, mais qui part sur d'autres gens, c'est quels sont les buts de l'individu. Hein, c'est un petit peu ça que je donnais dans mon discours. Là, est-ce que j'ai des buts d'affiliation ou de protection de soi? C'est un petit peu l'idée qu'on a. Et ça va dépendre du contexte. Ça dépend en fait, ça peut dépendre des différences interindividuelles. Est-ce que moi, j'ai une tendance parano? Est-ce que j'ai une tendance à me protéger? Est-ce que je suis sensible au rejet? Est-ce que j'ai une peur
une peur que les autres me jugent négativement. Ça, c'est des différences interindividuelles. On ne peut pas trop changer ça. En revanche, les différences contextuelles, et donc c'est ça les leviers sur lesquels on peut jouer, je pense. Les leviers, c'est ce contexte-là qui pourrait… Alors là, c'est tout un enjeu et savoir comment on va faire pour bouger ça. Très certainement, du coup, ça serait de pouvoir jouer sur le contexte en essayant de réorienter sur des perspectives d'inclusion future. Alors, comment? Moi, j'ai un peu des idées, mais on est des idées qui sont très, très loin de même ce que j'essaye de tester, parce que pour pouvoir aller au plan de l'application, il faut déjà bien comprendre ce qui se passe dans la tête des gens. Donc, c'est effectivement être dans des environnements inclusifs. Alors, je disais que la norme est l'inclusion, mais du coup, ça veut dire qu'il faut travailler sur ce que ça veut dire, l'inclusion, la mise à l'écart, la solitude. Par exemple, très rapidement, mais en fait, je sais que je dépasse, les enseignants, quand on leur demande d'évaluer les comportements des enfants, tout à l'heure, je vous disais, on demande aux enseignants s'ils sont inclus, exclus. C'est très difficile pour eux parfois, je pense, de savoir si un enfant il est exclu ou s'il aime être à l'écart. On leur demande aussi dans quelle mesure il s'isole. Et en fait, la vision qu'on va avoir de est-ce que cet enfant, il a envie d'être à l'écart ou est-ce qu'il est mis à l'écart par les autres, c'est hyper compliqué. Et donc, il faut avoir une meilleure connaissance de ça et peut-être après travailler sur le fait de faire créer du lien. Faire créer du lien entre les enfants. Alors après, les enfants, parce que je ne suis pas une spécialiste des enfants, mais que c'est un terrain très intéressant pour comprendre les dynamiques d'inclusion et d'exclusion sociale, vous l'aurez compris. Donc du coup, pareil, si on est dans un espace de travail et que un salarié est isolé, est-ce que c'est parce que c'est quelqu'un qui est solitaire ou est-ce que c'est parce qu'il a été exclu par les autres qu'il a des difficultés à être inclus en fait? Eh ben, c'est pas évident. Et souvent, on va faire l'attribution interne. On va dire, bon, en fait, c'est quelqu'un de très solitaire, cette personne. C'est peut-être qu'il y a quelque chose qui a raté dans la socialisation au départ et de pouvoir, en fait, réenclencher des petits groupes, peut-être pas tout unifiés, mais peut-être identifier des personnes avec qui ça pourrait bosser, ça pourrait s'enclencher, ça pourrait permettre d'éviter l'isolement. Donc, de pouvoir analyser ces situations, c'est un premier pas, mais c'est hyper difficile, en fait, comme je l'ai dit, parce que c'est souvent une non-action. Et ensuite, travailler sur l'inclusion, mais alors on est dans des situations de normes inclusives, mais finalement, de pouvoir toujours rediriger dans l'environnement où ce qui est important, c'est de penser que quand on va aller vers quelqu'un, on ne va pas se sentir rejeté. Et donc de pouvoir, et c'est vraiment ça, c'est une perspective où quand je vais faire quelque chose, l'inclusion va être là. Parce que si je pense que je vais aller, en fait, si je pense que j'ai des potentialités d'être exclu ou d'avoir un rejet, en fait, je vais rester dans mon coin, je vais travailler sur mon projet tout seul et je ne vais pas y aller parce que je vais essuyer un nouveau rejet et ça va être très difficile. Et donc, comme ça, on peut s'isoler et on peut rester… on peut être agressif envers les autres, mais le plus dangereux, c'est de s'isoler, de partir en dépression et de se retirer complètement aussi. Ce n'est pas du tout bénéfique pour l'individu. Donc, ça serait les leviers. Maintenant, voilà, il y a des données qui vont dans ce sens. Nous, on essaye de creuser encore plus sur la manière dont l'individu régule. Et pour travailler sur ces leviers, il faut évidemment bien comprendre comment l'individu régule, pour ensuite étudier tous ces leviers, quels sont les plus pertinents, comprendre un petit peu les théories naïves et notre façon dont on a de comprendre l'inclusion et l'exclusion pour savoir si on pourrait jouer sur ça. Mais là, c'est du travail. C'est pas tout de suite, quoi. C'est pas demain qu'on y arrive, selon moi. Peut-être juste prendre la remarque d'Adeline et… Oui, il y avait Adeline, oui. Alors, si pas considéré comme exclusion, l'appartenance ou affiliation à un groupe n'empêche cependant pas la marginalisation ou ségrégation. Alors, attends. Ça c'était par rapport à ton propos précédent. Je pense que tu as J'ai répondu, ok. Sur la norme sociétale et la vision de l'inclusion et de la socialisation sont construites sous le prisme de personnes extraverties. Tout à fait. Wow. Non, c'est vrai. Donc après, justement, mais c'est pour ça, mais alors, tout à fait, mais c'est pour ça que ça pose aussi la question de se dire quand quelqu'un est en retrait, est-ce que c'est quelqu'un qui est introverti et qui est isolé ou est-ce qu'il est mis à l'écart? Parce que malgré le fait que on soit dans une norme d'inclusion, malgré ça, en fait, on va quand même voir souvent cette interprétation chez des enseignants du type cet enfant aime se mettre à l'écart. Et donc, on a aussi beaucoup une explication personnologique en fait des comportements. Il faut arriver à se poser la question sans dire qu'il faut être dans l'extraversion. On n'est pas obligé d'avoir tous les enfants ou tous les travailleurs, les employés qui se parlent entre eux. On n'est pas obligé d'être dans une extraversion où tout le monde parle avec tous les gens de l'étage. En revanche, de surveiller à maintenir un minimum de liens parce que même d'un point de vue de l'introversion, on a besoin de maintenir, de faire attention à ce que ces gens-là ne se sentent pas exclus en fait. Alors après, comment faire? Vraiment,
J'ai juste une question, alors désolée du coup, Non, y a pas de mais du souci. coup, on parle de normes d'inclusion, et là tu disais aussi garantir un minimum de liens. Est-ce qu'on a des données qui disent un être humain au travail, il a un minimum de temps de lien, ou il faut qu'il y ait un minimum de temps de lien, soit en termes de normes vraiment, il faut qu'il y ait, ou juste en termes de observation. euh, Pas à ma connaissance, mais c'est possible ouais, qu'il y en ait parce qu'il y a énormément de travaux quand même sur, je pense, l'exclusion sociale dans le milieu du travail. Il faudrait voir si ça a été documenté. La d'accord, littérature, elle est assez précautionneuse sur ça parce qu'il y a des différences interindividuelles en termes de besoin d'appartenance, besoin de contact. Il y a des gens qui ont vraiment besoin de beaucoup de liens, d'autres pas. Adeline parlait de la question des extravertis, introvertis. Les relations sociales ne vont pas se construire de la même manière, en fait, donc, parce qu'on a ces différences interindividuelles. Donc, ce que la littérature va dire, c'est qu'on a en tout cas on a besoin d'un minimum de liens positifs et fréquents. Donc, même, ça veut dire que, par exemple, pour une personne, il est suffisant peut-être d'avoir une amie, une ou un ami, une personne amie, qu'on va voir de manière fréquente, c'est pareil, la fréquence va varier en fonction des individus, chacun a des besoins différents, mais en fait, fréquence stable en tout cas. L'important, c'est la stabilité. C'est que si vous d'accord, avez de super rapports positifs avec quelqu'un, vous la voyez plus du tout jamais, et une autre personne la semaine prochaine ou l'année d'après, ça peut être délétère. Donc, il est possible qu'une seule personne soit suffisante avec une relation stable où on se voit peut-être une fois tous les 6 mois, c'est peut-être suffisant. Et donc ça va être sujet à de grandes variabilités interindividuelles. Donc, je pense que ça serait difficile de faire des typologies, de dire voilà, on va recommander tant de contacts pour les gens parce qu'il y a vraiment, chacun se construit un peu différemment. En revanche, ce qu'on sait, c'est d'être coupé de tout contact de manière générale. Alors, il pourrait y avoir des exceptions avec des gens qui vont peut-être bien le vivre parce que je pense aux ermites, par exemple, qui se retirent du monde. Mais de manière générale, ce qu'on voit dans la littérature, c'est que les gens, quand ils subissent de l'exclusion sociale, qui vivent de l'exclusion sociale, ça a de manière générale des conséquences négatives. Donc, à partir de quel seuil? On n'a pas une approche très clinique de ça. On a, pour l'instant, une approche très mécanique et c'est de comprendre les mécanismes, en fait. d'accord. Donc du coup, quand on parle d'inclusion, de normes d'inclusion, on n'a pas de repère en fait. Non, Hormis les conséquences négatives. quand je parle de normes d'inclusion, c'est que, en fait, ce qui est normatif, c'est ce qui est attendu dans la société. C'est que, par exemple, si tu arrives là dans la pièce, il va être normatif pour moi de t'inclure, de te parler, de tourner la tête et de faire comme si tu n'existais pas et partir. Tu vas trouver ça pas poli. Et donc, c'est ça qu'on appelle une norme d'inclusion. Si tu dois travailler en groupe et qu'on va dire, bon, bah, faites des groupes, il est attendu que tout le monde trouve un groupe et le fait que quelqu'un dise non, on veut pas de toi, ça va être perçu comme euh, malvenu, Anormal. anormal. Et donc, c'est ça qu'on entend comme étant normatif. Donc, c'est ce que je disais, c'est ce chercheur Rainer Greffenheider qui disait, mais en fait, si on a beaucoup d'effets de l'exclusion sociale, c'est aussi parce que c'est quelque chose qui vient violer, quelque chose qui est attendu. En fait, on s'attend la plupart du temps à être inclus quand on arrive dans une situation. Alors ça explique aussi beaucoup les études expérimentales, hein, où très souvent, tu vas être dans une situation et puis il y a des gens qui vont dire non, en fait, on ne va pas vouloir travailler avec toi. Et tu n'es pas que dans de l'exclusion, tu es aussi dans quelque chose d'un peu bizarre. Comment ça, en fait? C'est pas normal, c'est pas quelque chose qui est attendu. Mm. C'est en Ouais, ça que je parle de normatif. Mm. d'accord. Et donc, Ok, merci. sur cette explication-là, on touche le cœur du sujet. C'est que finalement, vous avez pour l'instant beaucoup d'imagination pour créer des situations horribles où on vit l'exclusion sociale pour expérimenter et savoir ce qui se passe. Mais on n'est pas encore avec le manuel de l'inclusion sociale, justement, enfin l'inverse. Quelles sont les situations qui évitent au plus que possible ces situations de rejet? Comment est-ce qu'on peut porter attention dans un groupe d'enfants ou d'adultes à des situations qui ne sont pas juste des mises en retrait positives parce qu'on a besoin d'un peu de temps ou d'espace pour soi? On est encore, en tout cas, en exploration, si je comprends bien tes prudences, en tous les cas. Et puis peut-être que tu es assez prudente pour justement éviter d'être exclue du groupe des chercheurs. Il faut éviter de raconter des choses sur lesquelles on n'a pas d'éléments et de preuves. Mais nous, ça nous intéresse vraiment d'avancer là-dessus parce que on remarque les effets positifs justement que des personnes qu'on va aller chercher
dans la rue ou qui ont des vécus, en tout cas, d'exclusion assez chroniques, on va dire, dès qu'ils trouvent une amitié ou un lien avec que ce soit les coparticipants ou les professionnels qui sont autour d'eux, on voit que ça produit des choses, mais on ne sait pas trop le dire ni pourquoi. Et encore, on est en balbutiement nous-mêmes sur les formats qui permettent d'éviter que quelqu'un se sente mal à l'aise. J'y arrive pas et tous les autres y arrivent. Ou tous les ateliers qu'on nous a proposés, il n'y en a aucun où j'ai brillé. Donc ça, on fait attention à ça, mais on n'a pas encore la recette. Alors après, pour vous orienter, c'est parce que aussi, il faut comprendre que la littérature sur l'exclusion, c'est pour ça que dans notre premier échange, j'ai dit attention, je ne travaille pas sur l'inclusion. La littérature sur l'exclusion, elle s'intéresse beaucoup aux conséquences de l'exclusion. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs beaucoup parlé de ça. De manière plus récente, vous avez une chercheuse en Allemagne, Selda Rudert, qui commence à s'intéresser un petit peu aux déterminants de l'exclusion. Qu'est-ce qui va faire qu'on va être... Et donc, quand on comprend mieux les déterminants, parce que moi, comme je travaille plus sur les conséquences, ce qu'on va voir dans la littérature, c'est par exemple des manières d'annuler les conséquences négatives. C'est-à-dire que l'exclusion, elle est là, comment on annule les conséquences négatives. Par exemple, faire rappeler des liens positifs aux gens annule les conséquences négatives de l'exclusion. Donc ça, c'est des choses qui sont encore à solidifier, mais des pistes qu'on a. En revanche, l'exclusion est là. Quand on veut travailler sur avant l'exclusion, donc ça veut dire qu'on travaille, on va prévention, on va travailler d'une autre manière. Donc voilà, par exemple, les déterminants de l'exclusion. Puis après, vous avez toute la question de l'inclusion. Alors, l'inclusion, c'est pour ça qu'au début, j'avais dit attention, justement, moi, je travaille vraiment sur quelles sont les conséquences de l'exclusion, avec l'idée de pouvoir comprendre un petit peu comment les gens vont réguler et quels seront les leviers utiles, mais en me disant que l'exclusion, elle est quand même omniprésente et c'est difficile, en fait, de faire sans exclusion dans notre société. C'est d'arriver dans un idéal où on se dit tout le monde va être inclus. Je pense que c'est pas possible parce qu'on a vu que c'était vraiment quelque chose. Tout le monde était à un moment donné, même de manière minimale, on va y être exposé. Alors après sur l'inclusion, mais je me suis permis en fait de vous donner des petites de la lecture et des travaux. Alors vous pouvez aller voir la revue inmind.fr. Alors je sais pas pourquoi depuis hier elle est plantée, mais c'est une revue gratuite de vulgarisation en français. Et vous avez 2 numéros spéciaux qui viennent de sortir sur les inégalités sociales. Et donc, en fait, on parlait tout à l'heure de la situation de handicap. On parlait, en fait, du coup, les inégalités sociales, ça va renvoyer à ça. Et donc, vous pourrez, je pense, lire des choses très intéressantes. Le dernier entretien de 1000 grammes des savoirs, je ne sais pas si c'est un podcast que vous connaissez, je vous recommande. Podcast en français. Je vous ai mis le lien. Dernier entretien avec Odile Romer, spécialiste de la question du handicap et de l'inclusion. Donc Cyrielle Dergui vient de sortir, il y a un documentaire qui est sorti sur Canal+ il y a 2 semaines, peut-être que vous l'avez vu passer, 11 de légendes, l'inclusion par le football, qui est spécialiste de l'autisme et de programmes d'inclusion. Et j'avais dit à Franck qu'il fallait inviter donc Benoît Taubé, qui travaille avec Odile Romer et Cyrielle Dergui, donc spécialiste de l'inclusion dans le milieu du travail. Et en fait, avec Benoît, on a déjà discuté, mais quand vous parlez d'inclusion, en fait, on va parler d'autre chose que de l'exclusion. On va parler des choses qu'on a pu parler. Dynamique de groupe, gestion de la diversité, donc c'est quoi du même groupe et d'un autre groupe. Et donc, je vous invite à parler de ça avec Benoît parce que c'est des choses qui sont en amont. Tout à l'heure, on a dit l'exclusion, ça va être une réponse à la différence, à la stigmatisation. Et donc, c'est sur ces choses-là qu'il faut travailler en amont dans la société pour pouvoir, en fait, travailler sur la question de l'inclusion. Donc, Benoît a quelque chose de très structuré sur ça. Si vous l'invitez, elle pourra vous en parler. Et voilà, et moi, je travaille vraiment sur l'exclusion, elle est là, comment les gens régulent, comment on peut comprendre et comment on peut faire que ça soit moins douloureux. Et puis, évidemment, trouver des choses dans l'environnement qui puissent jouer. Mais voilà, je suis spécialiste de l'exclusion. Voilà, c'est mal et pas de l'inclusion. Désolée. Apparemment, c'est pas si mal que ça. Il entend bien ce que tu nous as amené, Marie-Pierre. Donc ça, c'est aussi intéressant, je pense, pour les parents de prendre ça en compte parce que leur enfant va forcément être exclu un jour d'un groupe, d'une situation. Et ce qu'il y a à mettre comme attention, c'est vraiment cette question de la régulation et comment on peut proposer d'autres opportunités comment tu appelais ça, réaffiliation ou reconnexion, plutôt que de forcer l'enfant à aller à nouveau vers ceux qui l'ont exclu, ce qui peut être un peu nos réflexes premiers parfois. C'est vraiment pas évident pour avoir été proche d'une situation comme ça l'année dernière d'un enfant qui a été. Donc, c'est pas que l'exclusion, il y avait aussi du harcèlement, mais c'est pas évident parce qu'en fait, il faut voir comment le milieu scolaire réagit et donc, oui, ce qu'il faut, c'est pouvoir rassurer les besoins de base de réaffiliation et donc peut-être que de remettre l'enfant dans une situation néfaste, c'est pas forcément. Et surtout pas dans le lien exclusif mère-enfant ou père-enfant. Non, après, ce qu'il faut retenir, mais encore une fois, moi, je ne suis pas spécialiste développemental, mais
qu'il faut retenir, c'est parce que en fait, oui, je parle beaucoup des enfants parce que c'est vraiment une période propice et il y a beaucoup d'études sur l'exclusion chronique chez les enfants à l'école, c'est facile, mais c'est que oui, c'est une période hyper importante pour tout ce qui va être le développement social et cognitif et la mise en place de plein de régulations, de comportements qui peuvent s'ancrer. Donc, c'est une période à l'adolescence où tout ça se joue et les relations entre les pairs se jouent. Donc là, il faut faire très attention, évidemment, à ça c'est clair. Eh bien, mot de la fin, donc, de mon côté, je remercie l'ensemble des participants. Merci pour vos remarques et vos interventions. On va rediffuser, parce que moi-même, j'ai besoin de décanter, de réécouter. Donc, on rediffuse sur YouTube, c'est bien. Et puis, vous pourrez aussi partager avec ceux et celles qui seraient intéressés. Et merci pour les lectures, Marie-Pierre. Donc, si tu as eu un petit mot de la fin pour tout le monde, en cette période De fête. de fête, Donc, bah, moi, j'aurais envie de dire bonne fête, mais t'attendais quelque chose de plus non. élaboré. Ne donnez pas de cadeau à quelqu'un sous le sapin pour voir ce qui se passe. Non, c'est horrible. Non, mais moi, je suis pas fan de l'exclusion sociale, hein. Donc, non, bah, merci pour cet échange. En fait, c'est sûr, je savais que ça pouvait aller un peu dans plein de directions parce que nous, on a une vision très académique. On va vraiment essayer de comprendre les processus. Et donc, c'est ça aussi qui fait que peut-être parfois mes réponses sont un peu à côté, hein. C'est pas évident parce que je suis dans mon laboratoire à comprendre des liens très fixes. Maintenant, évidemment, je pense que je vous encourage à aller voir ces lectures-là. Si vous avez des questions, j'ai pas mis mon adresse email, mais vous pouvez me réécrire. Peut-être, Johan, tu pourras la mettre. Vous n'hésitez pas. Il y a aucun souci. On peut discuter davantage de ça. Et après, je pense que c'est un phénomène complexe et que comprendre l'exclusion sociale et ses conséquences, c'est important pour pouvoir faire attention à nos comportements aussi, à la manière dont on va gérer le milieu du travail, même dans la vie de tous les jours, tout ce qui se passe. Et après, bon, si ça vous alimente sur vos réflexions sur l'inclusion, je serais ravie. Merci beaucoup. Merci Préciser, beaucoup. comme c'est très complexe, on a toujours l'espoir à la fin de l'année, vers juin-juillet aussi, de refaire un événement collectif avec tous les participants au webinaire pour rediscuter aussi de ces thématiques et de leurs articulations, leurs interactions. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci à toutes et à tous. Et à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne fête. Merci, bonne fête. Bonne fête. Ouais, prenez soin de vous. À bientôt. À bientôt. J'arrête le partage. Oui. J'avais pris ton template, mais ça sortait un peu caca, hein, non? Sur ton écran. Mais c'est un ordinateur qui n'est pas forcément très ok. performant. Je pense que c'est lié à ça. Tu voyais comment mon fond, Franck? Tu le voyais jaune? Oui, c'est jaune. D'accord. C'est effectivement, il y avait le décalage sur la souris. Mais pour le reste, tout C'est était bien. bizarre, ça m'est jamais arrivé ce décalage. Très bien. Et bien, juste pour vous dire que moi, j'ai pas de problème pour un truc en juin-juillet. C'est juste que j'ai beaucoup de choses déjà fixées en juin-juillet. Donc, colloques, etc. Mais ouais, j'ai beaucoup de colloques en juin et les soutenances. Donc, c'est juste que moi, si on arrive à le fixer en amont, si vous êtes un peu... Je deviens un peu embêtante avec les dates parce que avec mes nouvelles fonctions, c'est une période chargée. D'accord. de toute façon, nul ne sait où l'enregistrement, faut peut-être l'arrêter. Je sais pas qui c'est. De toute façon, après, il y a montage. C'est toi qui filmais, Franck, je crois. Non. Ah, c'est toi.